Okay. Alors, on va commencer. Alors, premièrement, je tiens à remercier tout le monde. Merci de participer à cette réunion en ligne. Il s'agit d'un webinaire sur le projet au laboratoire de Chalk River. Je voudrais reconnaître la nation algonquin. Nous sommes sur leur territoire traditionnel aujourd'hui et le projet NPD est proposé sur ce territoire. Je suis Mitch McKay. Je suis le gestionnaire des relations pour la direction de la remédiation environnementale. Plusieurs de mes collègues se joignent à moi et je vais leur permettre de se présenter d'ici quelques instants. Maintenant, parlons de logistique. Pour le webinaire d'aujourd'hui, il s'agira d'un webinaire d'1 heure. Nous avons prévu 1 heure. Et aussi, nous avons 10 à 15 minutes pour une période questions-réponses. Le style. Nous aurons une présentation au début et ensuite, ça sera suivi d'une vidéo et questions-réponses par la suite. Et si vous avez des questions qui ne relèvent pas de la présentation, on veut bien y répondre, mais on va prendre note et répondre plus tard. Pour l'instant, on répond uniquement dans le cadre de la présentation. Vous pouvez nous envoyer un courriel si vous avez des questions. Si quelque chose vous intéresse, nous sommes disponibles au site web ermstakeholder@commercialcnl.ca. Ce webinaire est disponible en anglais, en français. Vous pouvez choisir la langue de votre choix. Vous pouvez cliquer sur l'icône Interprétation, c'est à droite en bas de la page. Si vous cliquez, vous pouvez changer entre l'anglais et le français. Vous pouvez, pour ce qui est de poser une question, en bas de l'écran, il y a l'icône questions-réponses. Si vous avez une question à poser pendant la présentation ou une vidéo, vous pouvez taper en bas de l'écran et c'est l'icône qui a l'air d'une petite bulle. Vous pouvez cliquer, poser votre question et je vais faciliter. Ce webinaire est enregistré et sera affiché sur notre canal YouTube et ça sera rendu disponible dans les 2 langues officielles. Sur ce, je tiens à vous présenter Megan Vickert. Megan, je vous passe la parole. Merci. Bonjour. Diapositive. Vous allez me reconnaître de d'autres webinaires. Je suis Megan Wickert. Je suis directrice service des déchets à Chalk River. Je fais partie de l'équipe du projet. Je vais commencer avec le calendrier. Depuis le dernier webinaire, nous avons reçu des nouvelles de la Commission. Les documents ont été jugés acceptables et complets. Il y a un avis d'une audience publique qui a été émis et ils vont faire des audiences publiques quant à la demande afin d'autoriser la construction d'un établissement dans... Alors, ça sera 2
parties. Premièrement, le 22 février 2022, l'audience dans quelques mois. Deuxième partie, au mois de mai. Ça commence le 31 mai 2022, au printemps. Alors, il s'agira d'une possibilité pour le public et les groupes autochtones de participer au processus. Et il y a les interventions. Ça doit être envoyé. La période d'intervention, d'ici le 11 avril, il y a plusieurs webinaires en cours par rapport au processus. Prochaine diapo. Pour couvrir, ici, nous avons un de nos webinaires. Nous avons ces webinaires depuis 2018 avec des sujets différents que nous avons couverts. Cela a été motivé par vos intérêts au projet. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le processus que nous utilisons ici à Chalk River et nous allons vous fournir, on va faire une tournée virtuelle pendant la pandémie. Nous avons plusieurs tournées virtuelles, mais on va vous fournir une tournée virtuelle. Nous l'avons fait l'année dernière. On va vous montrer à quoi ça ressemble ici à Chalk River. Welcome to one of our near-surface disposal facility webinars. Today we are providing you a virtual tour of the waste characterization process we apply here at Canadian Nuclear Laboratories. You will see that the waste characterization process is much more than just taking a sample and sending it to the lab. But first, if you're not familiar with the Canadian Nuclear Laboratories, let me introduce you. Canadian Nuclear Laboratories, or CNL, and Atomic Energy of Canada, or ACL, have been instrumental in the development of Canada's nuclear industry. For over 70 years, nuclear technology has evolved to meet the needs of the world for clean, reliable energy and public health, safety, and security. CNL is actively restoring and protecting Canada's environment by reducing and effectively managing ACL's nuclear liabilities at multiple sites across Canada. Today, I'm here at Chalk River Laboratories, and I'm at Canada's first nuclear waste management facility. It was established in the mid-1940s and operated into the 1950s. As you can imagine, and as with many industries, the waste management practices at that time were not consistent with modern approaches to waste management today. Historically, we placed waste in unlined trenches that has resulted in some localized environmental contamination. However, Canadian Nuclear Laboratories has a very robust and comprehensive environmental protection program. We collect environmental samples and routinely assess the risks to the environment and the public. Canadian Nuclear Laboratories has been safely storing waste within these licensed waste management areas for over 70 years. Our legacy waste management practices have not resulted in any unacceptable off-site impacts. However, CNL recognizes the right thing to do is to retrieve this legacy waste and place it in modern engineered facilities such as the NSDF to contain the hazards for an appropriate time frame and to isolate the contaminants from the environment. The near-surface disposal facility is the proposed disposal facility for CNL's low-level waste, such as some of the waste behind me, and will enable the environmental cleanup mission. Legacy waste currently in storage in areas such as the one behind me will be retrieved and characterized to ensure it is actually low-level waste prior to acceptance into the proposed near-surface disposal facility. In Canada, we have 4 classes or categories of radioactive waste: low-level waste, intermediate level waste, and high-level waste, which are generally the types of waste at the Chalk River site. There's also uranium mine and mill waste. We also produce clean waste, which we have a clearable waste process to disposition off-site following the regulatory requirements. Legacy waste can also be commingled, as in you can have multiple waste classes in the same waste package or storage facility. Since NSDF will only accept low-level waste, it is very important that CNL has a waste characterization process such that we can segregate the legacy waste and ensure that only low-level waste ends up into the NSDF.
Canadian standards and regulatory guidance provide the requirements for classifying, minimizing, segregating, and characterizing the radioactive waste. And many of them are aligned with the best industry practices internationally. In the waste characterization process, there are really four main steps. First, we assess our waste stream using the process knowledge or scoping surveys. Then we identify the gaps of information you need to collect through your characterization process in order to properly characterize your waste and segregate it. For this step, we often develop a waste characterization plan, which tells us exactly how many samples and what characterization technique to employ. We then go out in the field and perform that waste characterization. As I mentioned, it may not be just taking samples, but there are many non-intrusive techniques such as gamma spectroscopy or scanning for radioactivity, which do not require collecting a sample. The last step is analyzing the data, and what we're trying to do is make sense of it. We're trying to establish what we call a waste fingerprint. This is simply a mapping of all the contaminants, constituents, or radionuclides that might be in that waste stream. Waste characterization at Canadian Nuclear Laboratories is also applicable to quality assurance and quality control processes. This is to ensure that we produce high quality data that provides us the confidence in understanding our waste. It is important to note that because our science and technology mission at Canadian Nuclear Laboratories has produced many different waste types or waste streams, we can end up having many different ways of how we characterize our waste. What is important to note is that we assess each waste stream individually. So without further ado, I invite you to sit back with your cup of coffee or beverage of choice and enjoy the virtual tour. First, we're going to head over to the sort and segregation operation in our waste management areas. Here, they recover legacy waste from our waste management areas and characterize it following modern practices to ensure we are segregating our low-level waste that is potentially eligible for the future NSDF. On the second part of your trip or tour, you'll head out to learn about one of our current decommissioning projects, which is removing a legacy building down at the Chalk River site. You'll hear from one of our characterization specialists how waste characterization processes are applied in practice from the planning phase of decommissioning through to the execution and waste generation. After the virtual tour, we'll see you back here for a question and answer period. Thank you and stay safe. Hi, my name's Tarek Blimke. I'm the low-level section leader for low-level waste and NSDF. We have three functions in this area. First is waste storage, the second is the sort and seg facility, and the third is NSDF. For the sort and seg facility, we know that we have a lot of legacy waste. What this facility is doing, it's taking our legacy waste, we're doing initial gamma spec and characterization to that waste, putting it into the sort and seg facility where the workers are sorting through different waste streams, such as intermediate waste, low-level waste, mixed waste, haz waste. We're even finding clearable waste streams. We're separating those waste streams and putting them into different waste packages. Some of these waste streams will be going to NSDF. Through that process, though, there are multiple sampling campaigns, gamma spec results, gamma spec processes to define that it is meeting the NSDF WAC. Through there, we're storing that into disposal into the low-level yards, and eventually when the NSDF opens, that waste package and those waste streams will be acceptable into that disposal facility. Some of the different things that we found is we do have historical information on these waste packages. We are just working to a different standard now here at CNL. So with the different sampling, with the different analysis that we're doing on the waste streams themselves, we're working towards that NSDF WAC, and that's the higher standard of how we're verifying this waste is acceptable to that disposal. After the packages have been processed through the sort and seg facility, we are storing them in our outer areas in C-cans. We have over 800 C-cans in our parks right now that we know is destined for NSDF and is acceptable to go to that facility. The low-level team is very proud of what they've succeeded with so far. We take a lot of pride in sorting through the waste,
making the waste acceptable for NSDF so we don't have to second handle it again, and just cutting down on the liability for the Ottawa Valley. We actually care about managing the waste, and we want to make sure that we're doing it right the first time. Hi, my name is Chris Lariviere, Program Execution Manager with Facilities Decommissioning and Environmental Remediation at the Chalk River Laboratories. Our mission is to safely manage Canada's nuclear liability by removing redundant facilities on the sites. To date, we've removed 106 different facilities across the site, generating over 15 million kilograms of waste. Most of it safely diverted to our on-site clean landfills. Today, I'm at Building 440, a facility that was constructed in 1945, primarily as a water treatment facility for NRX in its infancy, later on for the NRU facility. The team has safely executed the project to date. 65,000 labor hours have gone into the project from its kickoff to today's date, which is our demolition activities happening in behind me. Our team safely isolated all of the building services, removed hazards from within the facility, asbestos, perchlorate salts from within a fume hood and its associated ductwork, and several areas where contamination required remediation embedded within concrete and various areas throughout the facility. All of that characterization point data leads us to this point where we can safely manage the waste through demolition of the facility. Throughout our program life cycle here in Chalk River, we've generated over 15 million kilograms of waste. Much of it has been diverted to our clean landfills based on our characterization practices within the facilities, which is a good news story. However, we have generated close to 2.7 million kilograms of low-level waste that's been characterized, safely packaged, and awaits future disposal in the proposed NSDF. I'll now turn things over to one of our characterization specialists who will explain in greater detail our characterization process and how we get to this point where we can safely demolish one of these facilities. Hi, my name is Gabrielle Pasotka, and I'm the Waste Characterization Specialist for Building 440. And my background is in environmental engineering. Now, the purpose of characterization is to understand how to segregate the waste in the building that is to be demolished. So we have clean waste, hazardous waste, active waste, and what have you. And characterization also helps us define what concentration of radionuclides we have in the waste, as well as their ratios, which is needed for disposing of the waste safely in the near-surface disposal facility. The characterization process is very robust, and it's based on international guidance, and it has many steps to make sure that we properly characterize the waste. The first step is understanding the historical background knowledge on the building, understanding the systems in the building. So for instance, did this system connect to this system? Was this system contaminated? Were there spills on certain areas of the building? These are the kind of things that we look into to understand what happened in the past. The second stage of characterization is scoping. In this stage, we do non-intrusive checks of the building using techniques such as radiation protection checks that check for beta, gamma, and alpha. We also check for hazardous components such as lead that could be found in the paint in the building, as well as PCBs. The scoping gives us an idea of some of the contamination in the building and helps us develop the sampling plan, which is the next stage of the characterization process. In this stage, we collect physical samples of the concrete, brick, siding, metal piping, pretty much anything in the building. We collect these physical samples and we send them to the laboratory for radiological analysis as well as hazardous constituent analysis. In terms of determining the number of samples to take for different areas in the building,
we look at the confidence level that we are interested in for that specific aspect, and this helps us to determine the number of samples that are required. An example of some of the samples we took here in Building 440 were from some of the basins that were contaminated, these clear well basins made of concrete. During scoping, we found that they were contaminated, and we took these about 6-inch concrete cores. We submitted these to the lab, and the lab cut the cores into little slices, and we were able to determine the depth of the contamination that the radionuclides had penetrated through the concrete. This information then feeds into the next stage, which is the remediation stage of the characterization process. In remediation, we, for instance, for the concrete slab, we shaved off the level of concrete that was considered contaminated. And once we shaved off that contaminated level, the next level we checked for beta, gamma, and alpha to make sure that it was indeed clean. Also in the remediation process, we take out some of the active piping and the active components in the building and safely package those separately. Next, we have the demolition phase, where we safely segregate the building. One part of the building was actually completely deemed active, so that whole section was turned into active waste into waste containers. And through demolition, they segregate the waste as it comes out. The most important stage of characterization, in my opinion, is the verification stage. So once we have all of the waste packaged into containers, we need to verify that the samples we took at the beginning and the scoping we did really matches the waste that was generated. For instance, we have packages of the clean metal that was generated. Once we have these packages of clean metal, we use gamma spectroscopy to verify that indeed these containers are clean. We also use gamma spectroscopy on active containers, and the purpose of this is to verify that the ratios between radionuclides that we determined in the samples that we took line up with the actual waste that is generated. So it's a good verification step that's performed at the end. So overall, the process from the historical knowledge gathering to the scoping, to the sampling, then to the remediation, the demolition, and finally the verification really shows the robustness of characterization and how it's really important that we're segregating this waste properly for eventual disposal at maybe the proposed NSDF, as well as segregating for clean waste, hazardous waste, and what have you. Well, thank you for the video. Alors, merci beaucoup finalement d'avoir projeté cette vidéo, Megan. Alors, maintenant, on va vous céder la parole pour que vous puissiez poser vos questions. Alors, je vois qu'il y a déjà 5 questions qui ont été affichées. Premièrement, Megan, la première question porte sur ce qui suit. La CCSN a-t-elle publié donc l'EIA pour le projet NSDF? J'aimerais vous présenter tout d'abord les membres de mon équipe qui ont participé à cette vidéo. Alors, allumez vos caméras. Chris Larivière et donc gestionnaire de projet, Tarek Blink et Gabriel Sodka, qui est notre spécialiste en matière de recirculation. Pour répondre à votre question, à savoir si on a finalement émis le rapport d'évaluation environnementale, pas encore, mais ça sera publié en conformité finalement avec les conditions en vigueur. Je vous encourage donc à visiter le site web de la CCSN. Alors, je ne sais pas quand ça sera affiché,
Mais là, vous allez certainement trouver plus d'informations sur l'échéance. Merci, Megan. La prochaine question est la suivante et provient de Joanna Eklund. Alors, la plupart des déchets à Chalk River est donc un déchet finalement mixte, à faible radioactivité et à radioactivité moyenne. Comment est-ce que vous avez traité ces déchets-là? Tariq, je pense que vous allez répondre à cette question. Oui, pas de problème, Mitch. Alors, nous avons déjà donc des déchets que nous devons trier. Il y a donc des déchets de faible radioactivité et de radioactivité moyenne. Alors, comment est-ce qu'on traite ces déchets? On sépare ces deux niveaux de déchets. Donc, on également, donc on fait le tri, on fait une séparation à source. Donc, on fait la séparation à source et on les entrepose dans les paquets différents. Alors, le déchet à radioactivité moyenne n'est pas entreposé au NSDF, c'est stocké ailleurs. Donc, un endroit spécialement conçu pour accueillir les déchets à radioactivité moyenne. Alors, et les déchets de faible radioactivité sont stockés de la façon présentée dans la vidéo. On n'avait pas la capacité finalement d'éliminer ou de retirer certains déchets de radioactivité moyenne. Auparavant, maintenant, on a cette capacité. On peut séparer donc les deux niveaux de radioactivité et alors, un petit morceau de déchets de radioactivité moyenne, finalement, est retiré donc des déchets à faible radioactivité. Alors, on a cette capacité maintenant. J'espère que ça vous explique le processus. Merci, Tarek. Maintenant, O. Hendricks, qui veut poser une question. La gamma spectrométrie ne peut finalement détecter les émetteurs de radioactivité bêta et gamma. Alors, comment est-ce que vous détectez la présence de ces radioactivités? Gabi, vous allez répondre à cette question. Pendant la caractérisation, on va prélever des échantillons dans le béton du bâtiment 440. Donc, on va analyser ces déchets en laboratoire. Alors, on va établir la proportion finalement de cobalt par exemple. Quand on reçoit donc le contenant de déchets à la fin, on peut utiliser ces ratios finalement pour savoir combien de cobalt et combien de nickel sont présents. C'est de cette façon qu'on peut identifier les émetteurs. Merci beaucoup, Gabi. Alors, très bien. Prochaine question. À nouveau de Joanna Eklund. Est-ce que vous allez stocker tous les contenants en métal qui contiennent les déchets radioactifs dans l'NSDF directement? Est-ce que ces contenants vont-ils se détériorer, s'effondrer même? Et quelle est l'incidence sur l'intégrité du NSDF? Tarek, vous voulez peut-être répondre à cette question? Oui, aucun problème, Mitch. Alors, on sait que mettre les déchets radioactifs dans les contenants sont en métal. Il va y avoir des espaces vides dans les contenants. Alors, il y a toute la question de l'effondrement. On ne veut pas rajouter plus de déchets au NSDF. Chaque contenant, chaque liasse, finalement,
est contenu dans les enveloppes à l'épreuve de la contamination. Alors, quand on décharge les contenants pour les entreposer NSDF, on va laver les contenants, on va les recycler, on va les réutiliser. Il y a plusieurs procédés en vigueur. On ne peut pas finalement ne pas les nettoyer. Pour ce qui est de l'effondrement de ces liasses de déchets radioactifs, il y a plusieurs procédés qui sont en vigueur pour les protéger. On ne veut pas que la monticule s'effondre parce que ça va permettre la création de flaques. Donc, on va entreposer les liasses. Il y aura donc les capsules autour. On va donc ajouter du coulis également pour éviter tous les espaces vides. Donc, on y travaille à l'heure actuelle. Ça va bon train. Et donc, bien entendu, on apprend au fur et à mesure. Merci. Prochaine question. Il y a un renvoi direct à la vidéo. Je crois qu'on a mentionné qu'on est en train de nettoyer les contaminants dans le béton pour réduire les déchets radioactifs. Alors, on pose la question, quels étaient les contaminants dans l'édifice 440? Gabriel? Oui. Dans le béton, il y avait un mélange de césium 137, produits d'activation cobalt 60 et l'uranium. Alors, il y avait tout un mélange de ces radionucléides. 440 avait les eaux usées d'anorex. Alors, voilà, c'est ça le mélange que nous avons vu dans le béton. Et voilà, c'est ce que nous avons remédié. Merci, Gabi. Un suivi. Est-ce qu'on va être capable de déceler le nickel? Non. Vous m'entendez? Généralement, on va voir le cobalt 60 dans les déchets et le nickel et le cobalt, ce sont tous des produits d'activation. Alors, il y a une relation entre ces produits et c'est ce que j'ai mis dans mon rapport. Alors, on ne voit pas cela généralement à gamma spec parce que... Merci, Gabi. Ensuite, Teresa, quels sont les radionucléides pour lesquels on fait l'échantillonnage? Est-ce qu'on peut fournir une liste complète? Est-ce que c'est accompagné par des prévisions quant à la progression au fil du temps? Et quels documents contiennent les détails de ces échantillons pendant la caractérisation? Je peux répondre. Alors, pour ce qui est des radionucléides, NSDF, WAC, Waste Acceptance Criteria, critères d'acceptation des déchets, il y a une liste de tous les radionucléides. On regarde la liste et on cherche à voir qu'est-ce qu'on a dans l'édifice, quel processus, quel déversement, quelle fuite. Ça nous explique qu'est-ce qu'on doit analyser. Aussi, la liste de nucléides et les limites. Il y a une limite. Alors, on va permettre aux radionucléides. Alors, normalement, je regarde cette liste et cela dresse la liste de tous les radionucléides. Je ne sais pas s'il y avait une deuxième partie de la question. Quels documents ont les détails des échantillons? Eh bien, pour ce qui est des échantillons, sont documentés dans le plan de caractérisation des déchets. Là, on a esquissé le plan. Ça sera révisé par différents intervenants pour s'assurer que les gens sont d'accord. Et ensuite, on analyse. D'accord, merci.
Johanna Klein, par rapport à la vidéo, en regardant la démolition, et peut-être qu'on a vu la poussière, et on se posait la question, quel genre d'impact est-ce que cette démolition peut avoir sur l'environnement avoisinant et comment peut-on atténuer dans les zones avoisinantes? Chris? Oui, c'est une très bonne question. Nous n'allons pas entreprendre la démolition s'il y a un risque de propagation de la contamination. Nous avons des contrôles en place qui permettent d'atténuer ces risques. Gabi a parlé de la remédiation que nous faisons au sein de l'installation. Ensuite, on fait des activités de remédiation ciblées sur l'asphalte. On enlève des composantes contaminées. Aussi, on utilise un fixatif et cela garde toute contamination en place. Lors de la démolition, on utilise la suppression de la poussière. On utilise l'eau pour réduire la poussière. Aussi, on fait une surveillance continue en utilisant différents équipements Alors, nous n'avons pas vécu ces circonstances. Merci, Chris. D'accord. Ensuite, est-ce que les stratégies de caractérisation s'alignent avec les lignes directrices internationales? La IAEA. Et quelles sont les pratiques? Oui, il y a différentes lignes directrices et normes internationales utilisées pendant le processus. Par exemple, il y a un règlement aux États-Unis qui s'appelle MARSAM et ça parle de comment on peut caractériser un établissement qui est un établissement radioactif et comment on assure la décontamination. Aussi, on utilise différents règlements et documents sur comment on peut se débarrasser des déchets. Pour ce qui est des meilleures pratiques, actuellement, nous avons une compagnie externe. J'oublie le nom. C'est une compagnie Atkins. Ils ont de l'expérience au Royaume-Uni et ils nous aident à Chalk River afin que l'on puisse caractériser en utilisant les bonnes mesures et les bonnes normes. C'est une autre ressource que nous utilisons pour vérifier nos méthodes. D'accord. Merci, Gabi. Alors, comment s'assurer que ces données sont fiables? Alors, je voulais m'assurer qu'on couvre cela. Avec votre réponse, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut, mais oui, je crois que pour ce qui est de fiabilité de ces données de caractérisation des déchets, cela se relie à la vérification. Quand on fait de l'échantillonnage, on comprend le rapport des radionucléides, mais quand on regarde le tout, eh bien, cela nous permet de voir si les échantillons étaient exacts. Si ce n'était pas homogène, peut-être qu'à la fin, ça ne ressemble pas les échantillons. Alors, il y a des techniques de vérification pour nous assurer que cela représente en fait les déchets générés. D'accord. Merci. Et merci tout le monde des questions. C'est très bien. Une autre question de Paul Hendrickson, Cobalt 60. Une question technique. Cobalt 60 a une demi-vie de 5 vies. Si vous utilisez les rapports, est-ce que vous tenez compte du fait que pour un édifice de 53 ans qui n'est plus utilisé, il y aura eu une détérioration? Et est-ce qu'on tient compte de ces rapports? Oui,
Oui, je peux répondre. Alors oui, puisque le cobalt a une demi-vie assez courte, parfois, il est difficile d'établir le rapport. Normalement, beaucoup des radionucléides, on utilise le césium parce que la demi-vie est assez longue. Si on peut prouver statistiquement parlant que le rapport s'aligne et qu'ils peuvent représenter les déchets, on le fait. Alors, dans certains cas, on utilise le cobalt, mais on considère qu'il y a une demi-vie assez courte et cela rend très difficile d'augmenter l'échelle. Mais parfois, pour le 440, j'ai dû établir le rapport entre césium et cobalt, ensuite cobalt à nickel 63. Alors, j'ai fait une vérification secondaire étant donné la demi-vie assez courte de la cobalt. Mais cela semblait fonctionner en utilisant une analyse statistique que nous faisons. D'accord, merci. Prochaine question. Pouvez-vous m'expliquer si c'est relatif? Est-ce que l'information est partagée en passant par les conférences? Est-ce qu'on peut... Bon, Megan, vous pouvez probablement expliquer comment vous pouvez travailler avec des organismes internationaux de l'industrie pour s'assurer que ce que nous faisons fait utilisation des pratiques exemplaires et qu'on consulte les tierces parties. Megan, oui, absolument. Au niveau national, il y a l'ACNOR et souvent, ça reflète les lignes directrices. Alors, nous avons beaucoup de membres de notre personnel qui participent à l'élaboration de ces normes et aux ateliers, participent et contribuent à la création de normes au sein du Canada. Au niveau national, nous avons un dialogue avec d'autres afin de comprendre comment on utilise les normes, les lignes directrices. Alors, au niveau national, nous participons à des ateliers techniques et réunions techniques. Et là, cela permet d'interpréter et de rédiger les normes. Alors, voilà comment nous contribuons à l'évolution des normes. Nous participons aussi aux conférences. Nous avons un bon nombre de documents de caractérisation. Ces documents ont été présentés à des conférences canadiennes, à des conférences américaines et à des conférences internationales. Alors, nous sommes très actifs au niveau national et international. On cherche à s'assurer que nos experts, par exemple les experts sur l'appel aujourd'hui, auront la possibilité d'apprendre les nouvelles techniques de caractérisation et pourront aussi partager des études de cas et des études que nous avons faites, par exemple, à Chalk River. Merci, Megan. Il nous reste 2 ou 3 questions. Ole Hendrickson qui pose une question plutôt technique. Est-ce que vous avez analysé la présence de tritium dans le béton du bâtiment 440? Gabriel, à vous? Oui, tout à fait. Nous avons vérifié la présence de tritium dans le béton parce que c'est mobile et peut donc infiltrer le béton poreux assez facilement. Il y avait donc un bassin où on entreposait donc l'eau lourde autrefois. J'ai fait un échantillonnage et les résultats montraient qu'en en descendant finalement, le niveau de tritium était de plus en plus élevé. C'est un contaminant dont on doit établir la présence. C'est présent, il y a l'iode 199, le carbone 14, strontium 90 également. Il y a plusieurs radionucléides qui sont plus mobiles et on doit vérifier leur présence dans le béton, certainement. Merci beaucoup, Gabriel. Très bien. Une dernière question de Hall. Une autre question sur les contenants. Alors, est-ce que vous avez une liste qui identifie la provenance des radionucléides contenus dans chaque contenant? Tariq, pourriez-vous répondre à cette question-là? Oui, aucun problème. Merci. Alors, chaque contenant
ont un revêtement à l'intérieur. Il y a un procédé qui est en vigueur, mais Gabriel et Chris parlent de la caractérisation. Opération, finalement, y participent. Donc, on doit vérifier, évaluer la composition des déchets, on vérifie l'alias et on fait en sorte que l'alias soit apte à être transporté. Et quand c'est réceptionné, finalement, on vérifie à nouveau l'alias, on vérifie les documents à nouveau également. Suite à cela, on fait la caractérisation, on dresse un rapport, on crée une liste où on identifie le numéro du contenant, les statistiques sur le niveau de radioactivité. Ensuite, quand c'est entreposé dans le lieu de stockage, c'est saisi dans notre base de données. Nous avons notre groupe de gestion des déchets qui travaille avec nous. Et c'est de cette façon qu'on actualise finalement notre inventaire. Quand l'NSDF va ouvrir et quand on va sortir un contenant, on va savoir exactement ce qui est dans le contenant, on va savoir de quel lias il s'agit, etc. Alors, tous les contenants ont un numéro, donc le numéro nous permet finalement d'identifier l'alias et la composition radioactive du contenant, des lias qui sont contenus dans le contenant. Merci. Merci, Tariq. Une dernière question de Hall sur les contenants également. Certes, ces contenants vont-ils être stockés donc au NSDF, même si on a retiré le contenu? Alors, comment est-ce qu'on va décider lesquels vont rester in situ sur place? Bon, des fois, il peut y avoir un contenant, une liasse qui est contaminé et qu'on ne peut pas décontaminer. Alors là, on laisserait donc le contenant en place. Mais alors, si jamais on vit cette situation, il faudrait qu'on adapte notre approche. Alors, s'il y a beaucoup d'espace vide, il va falloir y ajouter finalement le coulis au moment de poser le couvercle. Et il faut éviter finalement les contenants qui pourrissent et que les autres déchets tombent dedans. Ce n'est pas ça qu'on prévoit pour l'instant. Mais si jamais on vivait cette situation, il faudrait prendre du recul et trouver la meilleure façon pour protéger la monticule. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tariq. Merci à tout le monde d'avoir posé vos questions fort intéressantes. C'est bien apprécié. J'aimerais remercier tous les membres de l'équipe, Marigan, Chris, Tariq et Gabi. Merci beaucoup. On a bien apprécié finalement la vidéo et la tournée virtuelle, ou la visite virtuelle. Ça m'a vraiment aidé à comprendre de quoi il s'agit. J'espère que ça a aidé les participants de savoir exactement de quoi il s'agit également. Alors, ce webinaire sera disponible sur notre page YouTube dans les 2 langues officielles. Sentez-vous libre finalement d'y aller faire un tour. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui et on espère que vous allez pouvoir rester pour le prochain webinaire. Il y en a 3 aujourd'hui. On a commencé avec le NPD. On vient de faire le NSDF. Et pour terminer aujourd'hui, à midi, d'ici 10 minutes, on aura donc le webinaire sur le webinaire
Enfin, on commencera notre webinaire sur Whiteshell Laboratories. Donc, on espère que vous allez pouvoir être des nôtres pour ce dernier webinaire pour qu'on puisse avoir une bonne discussion à la fin. Merci beaucoup. Portez-vous bien et on va se voir dans 1 heure, enfin dans 10 minutes. Merci beaucoup.